Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons compléter les connaissances de première sur les transferts quantiques d'énergie et en profiter pour voir comment cela s'applique au fonctionnement du laser. Pour commencer, quelques rappels de première justement. Vous devez savoir qu'un atome peut se trouver dans plusieurs états d'énergie. Ces états d'énergie ne forment pas quelque chose de continu, mais sont au contraire clairement délimités avec des valeurs extrêmement précises. On les représente sur des diagrammes comme celui-ci. Là, j'ai mis deux niveaux d'énergie uniquement, le niveau fondamental E0 et le premier niveau d'énergie excitée E1. Pour passer du niveau E0 au niveau E1, l'atome doit capter une énergie qui correspond exactement à l'écart d'énergie entre E1 et E0, delta E. Cela, il peut le faire sous la forme d'un photon qui, comme tout photon, porte une énergie h constante de Planck fois nu sa fréquence, et donc il y a un seul type de photon de fréquence extrêmement précise qui peut être capté par cet atome pour lui permettre de faire la transition entre le niveau E0 et le niveau E1. Quand un tel photon passe à proximité de l'atome capte l'énergie de ce photon, le photon disparaît, et l'atome gagne en énergie se trouvant alors au niveau E1. Vous avez vu en première que donc il y a cette absorption qui est possible et que par la suite l'atome va naturellement se désexciter et retourner du niveau E1 au niveau E0. Pour ce faire, il va le faire en réémettant un photon d'exactement la même fréquence puisque ce photon va correspondre à la perte d'énergie de E1 vers E0. Cette énergie va donc être égale à h nu avec exactement la même fréquence. Le photon réémis sera donc un photon de même fréquence que le photon qui avait été absorbé. Ce phénomène s'appelle l'émission spontanée. Ce qu'en revanche, on ne vous a pas expliqué en première, c'est que Einstein, suite à la découverte de l'émission spontanée, a prédit l'existence d'un autre mode d'émission de photons par les atomes excités, ce qu'on va appeler l'émission stimulée. Naturellement, ce photon devrait, à un moment donné ou à un autre, repasser de son état E1 à son état E0 en se désexcitant et émettre un photon d'une fréquence précise, puisque ce photon portera l'énergie h nu correspondant à E1 moins E0. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si un photon identique au photon que l'atome pourrait produire naturellement passe à proximité, il va instantanément déclencher la désexcitation de l'atome. L'atome va spontanément repasser de E1 à E0 sous l'influence du photon qui vient de passer. Et ce faisant va bien sûr émettre un photon, puisque cette énergie passe bien quelque part, elle est réémise sous forme d'un photon. Il faut savoir que cette émission, donc appelée émission stimulée, puisqu'elle a lieu sous l'influence du photon qui passe à proximité de l'atome, elle présente des particularités très intéressantes. C'est-à-dire que le photon qui est à l'origine de l'émission et le photon qui est émis pendant l'émission ont tous les deux exactement la même fréquence. Ça découle de la caractéristique des quantas d'énergie de l'atome, mais ont également, et c'est là que ça devient très intéressant, un déphasage nul, ils sont rigoureusement en phase, et ils sont émis dans la même direction et le même sens. C'est ces particularités de l'émission stimulée qui font qu'on va s'en servir pour fabriquer des lasers. Le laser, pour comprendre comment il fonctionne, il faut peut-être revenir à ce que veut dire son nom. En anglais, laser est un acronyme en fait. Ça signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ça se traduit par le fait que donc le laser, c'est de la lumière qui est amplifiée en s'aidant d'émissions stimulées. Pour comprendre comment ça se passe, il faut comprendre que dans le laser, on a donc un certain nombre d'atomes se trouvant, à la base, si le laser n'est pas allumé, dans leur état d'énergie E1. Le but va être de produire de la lumière. Il faut donc que ces atomes se trouvent dans un état E2, à partir duquel ils vont se désexciter pour produire, en retournant vers E1, des photons d'une fréquence particulière, la fréquence du laser qu'on est en train de chercher à construire. Toutefois, pour que ça ait lieu, et qu'il y ait de la lumière qui soit produite en quantité, il faut qu'il y ait un maximum d'atomes qui soient à E2 et qui repassent à E1 pour produire ces photons, parce qu'on veut de la lumière, on veut de la lumière intense, un laser c'est ça le but d'avoir de la lumière intense. Et surtout, il ne faut pas que des atomes se trouvent au niveau E1, parce que sinon, les photons qui vont être émis par un atome sont tout à fait susceptibles, s'il y a d'autres atomes qui sont au niveau d'énergie E1, d'être recaptés par ces atomes pour qu'ils regagnent en énergie. Dès lors, la production de lumière serait extrêmement limitée, puisqu'une grande partie serait absorbée par les atomes qui seraient revenus au niveau E1.
Ça veut donc dire qu'il faut s'arranger artificiellement pour que les atomes ne soient jamais au niveau 1, ou n'y restent jamais, en tout cas ils vont bien sûr y repasser. Cela, ça va se faire en utilisant un niveau d'énergie se trouvant supérieur au niveau d'énergie E2, on va l'appeler ici E3, et en s'arrangeant pour que tous les atomes soient en permanence ramenés au niveau d'énergie E3 dès qu'ils repassent par l'état d'énergie E1. Cela, c'est ce qu'on appelle le pompage. Ça peut se faire de différentes manières. Lorsque c'est fait par impulsion lumineuse à l'intérieur du laser, on appelle ça un pompage optique. Le but, c'est qu'en permanence, tout atome qui reviendrait au niveau à l'état d'énergie E1 soit renvoyé instantanément à l'état d'énergie E3. Quand on construit un laser, on choisit intelligemment ce qu'on met dedans. Et on s'arrange pour que la transition entre l'état E3 et l'état E2 qui nous intéresse, puisque c'est à partir de lui qu'on va pouvoir émettre les photons qu'on souhaite faire produire au laser, on va s'arranger pour que cette transition E3-E2 soit quasi instantanée. C'est-à-dire que donc, par pompage, on envoie les atomes de E1 à E3. Spontanément, ils passent de E3 à E2 par des excitations rapides, quasi instantanées. Et dès lors, on a réalisé ce qu'on appelle une inversion de population. C'est-à-dire que normalement, les atomes seraient dans leur état de plus basse énergie. Toute la population, la majorité de la population des atomes devrait être à l'état E1. Et à l'inverse, on arrive comme ça, via le pompage et la désexcitation qui suit, à se trouver avec une majorité de la population d'atomes qui se trouve à l'état E2. Ça va permettre donc d'avoir aucun photon qui va capter, aucun atome qui va capter les photons émis. Et ça va permettre donc d'avoir un maximum de production de lumière par émission stimulée, puisque chaque photon produit va avoir la capacité de faire se désexciter par émission stimulée un maximum de photons. Le premier qui va avoir lieu va émettre un photon. Instantanément par pontage, il remonte à l'état E3, il revient à l'état E2. Un autre atome, sous l'impulsion du photon émis, se désexcite, produit donc un nouveau photon, retourne lui aussi au niveau E3 puis E2, etc., etc., etc. Et comme ça, les atomes, les uns à la suite des autres, se désexcitent, produisent un photon par émission stimulée, remontent à E3, on se retrouve très rapidement avec un grand nombre de photons qui sont tous de même fréquence, avec un déphasage nul, et de même direction et de même sens. On commence à être dans la production de ce qu'on va appeler un faisceau laser. Ensuite, tout cela, ça a lieu à l'intérieur d'une cavité. Une cavité qu'on appelle la cavité de résonance et qui se trouve entre un miroir d'un côté et un miroir semi-transparent de l'autre côté. Dans cette cavité, on emprisonne donc les atomes qui vont produire la lumière laser. Ça peut être sous forme de gaz, ça peut être sous d'autres formes. On envoie de l'énergie à ces atomes, on commence le pompage. Bon, spontanément, des photons vont apparaître. Au début, il n'y a aucune raison qu'ils aillent pile dans la direction de la cavité, certains iront vers les bords. La cavité est recouverte sur ses extrémités d'un matériau opaque qui va absorber ces photons-là. Ils n'auront pas d'incidence. Par contre, dès qu'on va avoir un photon qui va être émis dans l'axe du laser, il va taper sur le miroir qui est au bout. Dès lors, il va repartir dans l'autre direction, et il va, en partant dans l'autre direction, passer à proximité de plein d'atomes qui sont dans leur état excité E2, et qui vont donc subir une émission stimulée, produisant davantage de lumière. Tous ces photons-là, s'ils sortaient instantanément du laser, il n'y aurait plus rien pour continuer l'émission stimulée. C'est pour ça qu'à l'autre bout, on met une lame semi-transparente. Une partie de la lumière va traverser, et une autre partie va repartir dans l'autre sens, reproduisant à nouveau de nombreux photons par émission stimulée, et ainsi de suite, et on va produire comme ça en permanence beaucoup de lumière. Une partie de cette lumière sort, c'est la lumière qui sort du laser, tandis que le reste retourne dans la cavité pour poursuivre l'émission stimulée, et on a ainsi une production massive de lumière, très intense, et avec les caractéristiques qui nous intéressent pour le laser. C'est directif, tous les photons sont émis dans la même direction par propriété de l'émission stimulée, et d'autre part, aucun déphasage, ce qui assure une cohérence temporelle et qui permet de réaliser des expériences d'interférence, etc. sans aucun problème. Il faut savoir que par contre, pour garantir une intensité lumineuse maximum, on se sert justement d'interférences. C'est-à-dire que la cavité, la taille de la cavité du laser, elle est choisie de manière à ce que les interférences qui vont avoir lieu entre les photons qui tapent sur un côté ou sur l'autre soient uniquement constructives. Donc elle est longue de un nombre pile de fois la longueur d'onde,
on a des émissions, on a des interférences qui sont forcément constructives et en aucun cas destructives. Pour compléter ce tour d'horizon de tout ce qu'on peut dire au niveau des transitions quantiques d'énergie, on va revenir sur ce qui a été vu en première. En première, en fait, on vous a présenté un seul type de transition. La transition entre des niveaux d'énergie qui sont très distincts, très éloignés les uns des autres, qui sont ce qu'on appelle des niveaux électroniques. Ils correspondent en fait, vous l'avez vu en première, à l'énergie associée aux électrons et la manière dont ils sont répartis autour du noyau de l'atome. Toutefois, l'énergie de l'atome, elle ne dépend pas que de ça, en tout cas pas s'il s'agit d'un atome qui n'est pas isolé, mais d'un atome qui se trouve, comme la plupart des atomes, dans une molécule. Car dans une molécule, l'énergie des atomes est également associée à la manière dont les atomes sont connectés entre eux et vibrent entre eux. En fait, chaque niveau électronique est associé à une multitude, il n'y en a pas que 3 comme sur mon schéma, mais à une multitude de niveaux qu'on appelle des sous-niveaux vibratoires. Comme les niveaux électroniques, ce sont des niveaux avec une énergie bien précise, ils sont séparés par des écarts d'énergie très précis, et on ne peut passer de l'un à l'autre que si le quanta d'énergie reçu par l'atome est exactement égal à l'écart entre les niveaux concernés. Comme ces sous-niveaux vibratoires sont très très proches les uns des autres en termes d'écart d'énergie par rapport au niveau électronique, les photons absorbés ou émis par les transitions vont être dans des gammes de fréquences, h nu l'énergie d'un photon, très différentes. Ça se traduit par deux choses toutes simples. Les transitions que vous avez vues en première entre deux niveaux électroniques sont associées à de grandes fréquences, petites longueurs d'onde. On est dans l'UV ou dans le visible au niveau des photons absorbés et émis. Tandis que pour les sous-niveaux vibratoires, très petites fréquences, donc très grande longueur d'onde, on est dans le domaine de l'infrarouge. Ça conduit donc à des émissions de photons bien différentes, des absorptions de photons elles aussi bien différentes. C'est également pour ça que l'absorption d'infrarouge par la matière se traduit par une élévation de température puisque c'est associé à ces niveaux de vibration, ce qui se traduit par la température. Ce sera tout pour cette vidéo, merci de votre attention, à bientôt.